Bonjour et bienvenue sur la chaîne Résistance Historique. Nous allons voir aujourd'hui la seconde partie de notre mini-série dédiée à la Turquie d'Erdogan. Dans le premier épisode, nous avons balayé 7 siècles de domination et de déclin ottoman en Méditerranée orientale, et les événements et dates clés qui ont été retenus vont nous permettre de comprendre les agissements actuels du souverain turc en matière de politique étrangère. Nous commencerons par voir comment Erdogan a consolidé son pouvoir en 2 décennies de règne en Turquie, avant d'établir et d'analyser sa stratégie de politique extérieure. Né le 26 février 1954 à Beyoğlu, Recep Tayyip Erdogan est diplômé de la faculté des sciences économiques et commerciales de l'université de Marmara. C'est au niveau local qu'il commence son parcours politique. Il s'engage très tôt dans la formation islamiste, le Millî que dirige le grand leader de l'islam politique de l'époque, Necmettin Erbakan, lui-même influencé par les frères musulmans. Le jeune Erdogan, grâce à un indéniable charisme, accédera vite aux responsabilités au sein de la formation islamiste. Son militantisme, et la chance due à la division de ses adversaires, le conduisent à la mairie d'Istanbul en 1994, et ce jusqu'en 1998, lorsqu'il est emprisonné quelques mois par les militaires pour avoir lu un poème du nationaliste turc Ziya Gökalp. Les minarets sont nos baïonnettes, les coupoles nos casques, les mosquées nos casernes, et les croyants nos soldats. L'auteur de ces vers est également à l'origine de turquifié, islamisé, modernisé en 1918. Les principes politiques développés dans l'ouvrage sous-tendent un nettoyage ethnique, une homogénéisation de la culture et la synthèse turco-islamiste du régime. En 2001, Erdogan cofonde l'AKP, le Parti de la Justice et du Développement, qui devient la première force politique turque l'année suivante. De 2002 à 2007, le gouvernement Erdogan et le Parlement turc adoptent un panel de lois destinées à adapter la législation du pays aux normes européennes, mais ces réformes sont jugées insuffisantes. Français et Allemands s'opposent à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Mais il ne faut pas se tromper, Erdogan est un stratège, et sous couvert de normalisation de la législation turque, il s'assure de réduire les pouvoirs et l'influence des kémalistes dans les affaires de l'État. Il remplace progressivement les cadres traditionnels de l'administration par des islamistes, et ce avec le soutien de ses alliés gulenistes. Il est soutenu par les classes populaires, empreintes de religiosité et rétives à la laïcisation kémaliste, et ne manquera pas de cultiver et amplifier ce lien par ses qualités de tribun lors de différents meetings. 2007 voit une seconde victoire électorale de l'AKP, venant confirmer la popularité du parti et de son leader. C'est aussi l'année où les kémalistes s'opposent frontalement à Erdogan et ses alliés islamistes, qui continuent à avancer leurs pions par le biais de nominations à des postes importants. Ainsi, l'appareil judiciaire et sécuritaire est déjà suffisamment noyauté par l'AKP et ses alliés pour que ses opposants soient mis hors jeu sous couvert d'accusations de complotisme. La découverte du complot Ergenekon, qui est le nom d'une vallée d'Asie centrale et qui est le berceau mythique du peuple turc, attribue les crimes impunis de l'État profond, c'est-à-dire des assassinats, disparitions et autres attentats, à un complot des chefs militaires, qu'ils ont jetés par dizaines en prison. De son côté, la Cour suprême échouera à prononcer la dissolution de l'AKP. Erdogan est également mis en cause sur son enrichissement personnel par la justice allemande. Face à ces menaces, l'exercice du pouvoir prend une tournure autoritaire. Si Erdogan décide d'apaiser les relations avec les Kurdes durant ce second mandat, c'est pour mieux marginaliser les cadres kémalistes. En mai 2013, le pouvoir en place est bousculé par un mouvement protestataire, le mouvement de Gezi, qui cristallise une opposition à propos d'un espace vert menacé de destruction par un projet immobilier au cœur d'Istanbul. Erdogan y répondra avec brutalité. En 2014, il est élu premier président turc élu au suffrage universel et est confirmé en novembre 2015 avec la victoire aux législatives de l'AKP, ce qui lui permet de récupérer la majorité absolue perdue 5 mois plus tôt. À l'été 2016, les militaires excédés et conscients de la tournure des événements, qui voient leur pouvoir et leur influence se réduire chaque jour, déclenchent un coup d'État. Souhaitant profiter d'une période difficile pour le gouvernement qui doit gérer de mauvais résultats économiques, des attentats terroristes, une menace djihadiste latente, l'afflux de réfugiés et l'évaporation des touristes, c'est ainsi que l'armée décide que c'est le moment d'intervenir et de rétablir l'ordre. C'est un échec.
Pour Erdogan, qui avait promis en 2003 de retourner les militaires dans leurs casernes, en les excluant du pouvoir politique, c'est une aubaine. Comme le sultan Mahmoud II au XIXe siècle, il va se débarrasser de ces nouveaux janissaires rebelles et consolider son emprise sur le pays. Erdogan purge l'armée, l'administration publique, les universités et les médias. Selon ses opposants, c'est au moins 25 000 fonctionnaires qui sont suspendus ou démis de leurs fonctions. C'est environ 110 000 personnes qui ont perdu leur poste ou ont été suspendus car soupçonnés d'avoir participé au coup d'État. C'est plus de 150 médias qui ont été fermés. Peut-être amplifiés, ces chiffres sont le marqueur d'une mainmise accrue d'Erdogan sur la Turquie. Il va également en profiter pour écarter ses anciens alliés gulenistes en les accusant d'avoir orchestré cette tentative de coup d'État aux côtés de l'armée. Le 16 avril 2017, Erdogan organise un référendum proposant d'instituer un régime présidentiel en lieu et place du régime parlementaire. Il l'emporte avec 51,4% des voix. Cette victoire symbolise également la polarisation de la société turque, avec l'opposition de la quasi-totalité des grandes villes à ces réformes. L'enjeu des élections de juin 2018 est double. La présidence et l'Assemblée sont soumises au vote, et ce jusqu'en 2023. Erdogan, l'AKP et son allié le Parti d'Action Nationaliste sont élus dès le premier tour avec 52,6% des voix. Seul, l'AKP ne bénéficie pas de la majorité absolue et dépend des voix, qui lui sont acquises contre orientation politique favorable, des ultranationalistes. En 2019, les élections municipales voient le parti du président et son allié garder la majorité absolue en termes de vote, mais perdent plusieurs grandes villes au profit de son principal rival politique, le Parti républicain du peuple. C'est ainsi qu'Antalya, Adana, Ankara, la capitale politique, et Istanbul, la capitale économique et culturelle, sont perdus. C'est un sérieux revers pour le président qui entend replacer Istanbul, ancienne capitale de l'Empire ottoman, au centre du monde musulman. Il y investit beaucoup, avec un fort développement de la métropole, la construction de nouveaux ponts et tunnels traversant le Bosphore, ainsi que de la plus grande mosquée de Turquie, inaugurée en 2019. Dans cette recherche de leadership religieux, le président turc convertit le musée Sainte-Sophie, qui redevient un lieu de culte musulman. Construite au IVe siècle sous l'Empire byzantin, puis agrandie au VIe siècle sous le règne de l'empereur Justinien, Sainte-Sophie est une basilique chrétienne. Avec la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453, elle devient une mosquée, et ce pendant 5 siècles. Vestige négatif du passé impérial et religieux, Mustafa Kemal en avait fait un musée en 1934. Le 24 juillet 2020, agenouillé dans la mosquée, il récite une sourate du Coran et écoute la prédication du chef de la Diyaneh, le département d'état des cultes, qui prêche en brandissant un cimeterre, emblème de conquête pour les Ottomans. Par cet acte, Erdogan en fait un symbole de la restauration de la puissance turque qui souhaite s'inscrire dans le souvenir du passé glorieux de l'Empire ottoman. Il désire réaffirmer l'identité musulmane de la Turquie, couplée à un ultranationalisme fervent. C'est sa propre voix que suit le président turc. La réappropriation du passé de l'Empire néglige sa dimension multiculturelle et multiethnique. L'alliance actuelle des islamistes et des nationaux souverainistes aboutit à un néo-ottomanisme qui a peu à voir avec la réalité historique. En tout cas, chacune de ces décisions est inscrite dans une stratégie globale, une stratégie mêlant les volets nationaux et internationaux. Voyons maintenant la, ou plutôt les lignes directrices suivies par Recep Tayyip Erdogan depuis 2 décennies à l'international. Lors de sa première décennie de pouvoir, Erdogan joue la carte de l'entente avec ses voisins. Il amorce un rapprochement avec l'Irak, l'Iran et la Syrie. Il pacifie les relations avec la Grèce et l'Arménie, mais reste ferme sur la question chypriote. À l'aube de sa 2e décennie de pouvoir, Erdogan est de plus en plus libre dans sa politique extérieure, grâce à un contexte interne plus favorable à la concentration des pouvoirs entre les mains de son parti et celui de ses alliés. En mai 2010, la Turquie, le Brésil et l'Iran se réunissent pour débattre, sans les Occidentaux, de l'avenir du nucléaire iranien. Le même mois, ils sabordent sciemment son entente avec Israël en tentant de forcer le blocus de Gaza avec une flottille humanitaire dans le but de renforcer sa popularité dans le monde musulman. Erdogan pose les jalons de son ambition de devenir le nouveau leader régional et religieux. Par la suite, lors du printemps arabe, la Turquie va soutenir les frères musulmans qui ont démontré leur bonne capacité de récupération des initiatives populaires. Le basculement de l'Égypte, pays arabe le plus peuplé et patrie d'origine de la confrérie, était un maillon essentiel de la stratégie d'influence turque. La chute brutale de la présidence Morsi, marquée il est vrai par un haut niveau de démagogie et d'incompétence,
a été un premier coup sérieux porté aux ambitions de la Turquie. Face à la dictature égyptienne, Erdogan travaille maintenant à la formation d'une alliance de revers en Afrique du Nord-Est avec le Qatar et le Soudan. Il ouvre ainsi des bases turques à Mogadiscio, en Somalie, et à Souakin, au Soudan, qui s'ajoutent à celles créées au Qatar. Ce surcroît d'influence pour la Turquie ouvre également un lieu supplémentaire de confrontation avec l'Arabie Saoudite. En 2014, Erdogan continue sa partie de poker en ne soutenant pas l'allié kurde irakien face à Daesh. Il va même s'agacer du soutien de ses alliés occidentaux à la branche syrienne du PKK qui combat à ses frontières. Il pense dans un premier temps pouvoir convaincre Bachar el-Assad de s'accommoder d'une transition qui aurait apporté l'essentiel du pouvoir aux islamistes. Faute d'y parvenir, il va, avec l'appui des monarchies du Golfe, financer et encourager des factions intégristes de diverses obédiences, en servant de base arrière aux plus virulentes et en laissant transiter des milliers de djihadistes étrangers sur son sol. En 2015, la Russie rejoint officiellement l'Iran et le Hezbollah et se porte au secours de son allié syrien, ce qui contrarie Erdogan, qui avait désavoué le président syrien. La tension entre Turcs et Russes monte d'un cran lorsqu'un avion militaire russe franchit la frontière turque pendant 16 secondes et est abattu par l'aviation turque. Cet acte amènera le Kremlin à déclencher des représailles économiques et de menaces sur l'approvisionnement en gaz. Mis en difficulté, sur le plan intérieur et extérieur, le président turc décide d'une double offensive contre le PKK en Turquie et en Syrie afin de reprendre la main. En mars 2016, c'est en position de force qu'il conclut un accord avec les Européens concernant le contrôle des réfugiés aux frontières turques. Il a sciemment transformé la Turquie en plaque tournante de l'immigration clandestine vers l'Union européenne, dans le but d'avoir un argument de poids lors de négociations futures. C'est ainsi qu'il négocie cet accord promettant de retenir les migrants sur son sol, contre un tribut s'élevant à 3 milliards d'euros, et des processus de visa facilités pour les Turcs. Cet accord n'a jamais été réellement respecté, et cela lui permet de maintenir une épée de Damoclès au-dessus des Européens, en ouvrant et refermant à sa guise les vannes migratoires. La même année, et suite au coup d'État manqué en Turquie, Poutine, enfin politicien, profite de cette brève fragilisation à l'international pour négocier et établir une coopération avec Erdogan. Les deux chefs d'État, s'ils se rapprochent sur la question syrienne, gardent néanmoins de nombreux points de divergence, notamment par la volonté d'influence turque dans le Caucase, en Ukraine et en Asie centrale. En 2017, Erdogan décide de se procurer le bouclier antimissile russe S-400, incompatible avec les normes de l'OTAN. Refusant d'annuler sa commande et de céder aux pressions américaines, la Turquie se retrouve exclue du programme d'avions furtifs F-35 en 2019, théoriquement, car la géopolitique est une manière vivante et évolutive. Les Turcs ne pourront plus ni acheter ni participer à la fabrication de l'avion de combat américain, dont ils étaient l'un des plus gros clients. Cependant, en mai 2020, Donald Trump déclarait à Fox News que la production du fuselage principal des chasseurs F-35 se poursuivait en Turquie. Mais Erdogan a compris que Washington pouvait à tout moment réévaluer le poids géostratégique de la Turquie, allié qui pourrait ne plus être jugé indispensable. Il est en effet possible d'utiliser d'autres bases, en Grèce, au Qatar, en Jordanie, comme ce fut le cas en 2003 quand la Turquie a refusé l'accès à l'aviation américaine au moment de l'invasion en Irak. En proie à des fragilités internes et à des alliances vacillantes, le président turc se doit d'être offensif. Pour cela, quoi de mieux que de s'attaquer à la désunion européenne en remettant une nouvelle fois en cause ses frontières maritimes. Dans cette quête, Erdogan peut s'appuyer sur la notion de Mavi Vata, ou patrie bleue, créée en 2006 par la marine turque, qui défend le droit de la Turquie à un accès à une influence quasi illimitée aux espaces maritimes qui l'entourent. En février 2018, la marine turque bloque l'accès d'un navire italien à des gisements gaziers situés au large des côtes de Chypre. En novembre 2019, Ankara signe un accord de délimitation maritime, conclu avec le gouvernement d'union nationale libyen, afin de donner du poids à ses prétentions sur de vastes zones de la région. Cet accord permettra à Ankara d'augmenter de 30% la superficie de son plateau continental et pourra empêcher la Grèce de signer un accord de délimitation maritime avec l'Égypte et Chypre, ce qui renforcerait considérablement l'influence de la Turquie dans l'exploitation des hydrocarbures en Méditerranée orientale. Le 10 août 2020, Ankara envoyait un bateau d'exploration et des navires de guerre au large de l'île grecque de Castellorizo, à 2 km des côtes turques, mais sous souveraineté grecque. D'autres recherches étaient menées autour de Chypre. La marine turque a alors diffusé une notice d'information maritime indiquant que le navire mènerait ses recherches du 10 au 23 août dans une zone située entre la Crète, le sud de la Grèce, Chypre et la ville turque d'Antalya.
Ces navires sismiques, accompagnés de leurs gardes du corps, avaient pour mission de repérer d'éventuels gisements sous-marins. Athènes soutient que le droit d'exploiter les ressources naturelles autour de ces îles, situées à proximité des côtes turques, lui appartient. Mais son voisin proteste, estimant que cela reviendrait à le priver de dizaines de milliers de kilomètres carrés de mer. Déjà opposé en Libye, où Recep Tayyip Erdogan a soutenu avec succès le gouvernement en place face au maréchal Haftar appuyé par Paris, au nom de la défense et de la protection de ses frères anatoliens, la France se retrouve une nouvelle fois en compétition avec la Turquie, en apportant son soutien à ses alliés européens. En conséquence, Paris a déployé des navires de guerre et des avions de combat dans la région, une initiative vivement dénoncée par le président turc. À la fin du mois, un exercice militaire conjoint dans la région est effectué entre la France, la Grèce, l'Italie et Chypre. La Turquie a elle aussi entamé de nouvelles manœuvres militaires fin août, avec notamment des exercices de tir pendant 2 semaines dans une zone située au large de la ville turque de Namur et au nord de l'île de Chypre. Si l'OTAN botte en touche et essaie de maintenir un statu quo, comme lorsqu'un navire turc avait illuminé un bâtiment français en juin dernier, le Med7, qui regroupe les pays méditerranéens de l'Union européenne, se réunit en Corse et brandit la menace de sanctions économiques si la Turquie continue ses actions unilatérales. Cela aura peu d'effet sur Recep Tayyip Erdogan, qui profite de cette montée de tension pour flatter son électorat nationaliste. Sur la lancée de ses récents succès, le président turc ne va pas hésiter à appuyer l'offensive azerbaïdjanaise en Arménie. La rapidité de l'acheminement de mercenaires syriens par la Turquie vers l'Azerbaïdjan révèle leur intégration, encore plus poussée qu'en Libye, à la projection militaire d'Ankara. La Turquie a pu, par l'envoi de ses bataillons de supplétifs, limiter son engagement direct dans la crise, ainsi que les pertes humaines qui en auraient résulté. Les Arméniens sont rapidement en difficulté, et après la perte de la ville très stratégique de Chouchi, la chute de la capitale de l'enclave arménienne, Stepanakert, semblait inévitable. Le 9 novembre 2020, un accord de paix est signé par les 2 principaux belligérants sous l'égide des présidents turcs et russes. Leur intervention finale était inévitable. La région du Caucase est stratégique, elle fait l'interface entre le monde russe ex-soviétique et le monde turcophone, zone d'influence d'Ankara qui s'étend à l'est jusqu'aux confins de l'Asie centrale et qui a besoin du Caucase pour assurer sa continuité territoriale. L'Arménie s'engage à mettre en place un corridor pour permettre tout déplacement de véhicules à travers son territoire entre sa frontière avec l'Azerbaïdjan et l'enclave azerbaïdjanaise du Nakhitchevan, qui est adossée à la Turquie à l'ouest. En reliant la Turquie à l'Azerbaïdjan, ce corridor parachève le rêve pan-turc de Recep Tayyip Erdogan d'un axe de communication ininterrompu d'Istanbul aux steppes kirghizes et kazakhs, en passant par les champs gaziers de la mer Caspienne. Erdogan redonne une dimension ottomane à la Turquie en étendant son influence sur les anciens territoires de l'Empire. Il dispose d'un soft power méconnu en Occident, la Turquie étant l'un des premiers exportateurs de séries télévisées au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et n'hésite pas à fournir une aide au développement dans ces régions. Les faiblesses et divisions internes et religieuses de ses voisins arabes et perses lui permettent de se positionner en leader du monde musulman. La pratique diplomatique européenne, répondant à des standards désuets, laisse les mains libres au président turc, qui n'a à craindre que quelques remontrances stériles. La timide réaction française a surtout mis une nouvelle fois en lumière les dissensions géopolitiques des membres de l'Union européenne, qui n'ont avancé qu'un soutien de façade. La position américaine ne devrait pas changer sous la présidence de Biden, et continuer d'axer sa politique extérieure sur l'Asie. Reste la Russie, qui a démontré à plusieurs reprises savoir gérer la politique d'influence turque, en posant les limites de sa propre zone d'influence, ainsi que la Chine, qui malgré une politique extérieure de non-ingérence, devrait trouver plusieurs points de discorde à régler avec les Turcs, que ce soit pour la situation des Ouïghours ou son extension agressive en Afrique. Pour sa part, Erdogan va continuer d'appliquer sa politique de déstabilisation de ses voisins et opposants déclarés. Depuis l'arrivée au pouvoir de l'AKP, en développant ses relations avec les communautés d'origine turque d'Europe occidentale, le gouvernement d'Ankara a largement franchi les limites de la non-ingérence, notamment en demandant aux imams fonctionnaires payés par l'État turc d'espionner les opposants et en attaquant les gulenistes et kurdes à l'étranger. À titre d'exemple, souvenez-vous des 3 militants du PKK assassinés à Paris en janvier 2013. La prolifération de pseudo-organismes de bienfaisance est désormais observée avec méfiance par les pays d'accueil, notamment en Allemagne. L'activisme des diplomates turcs suscite également de l'inquiétude dans les Balkans, où leur appui systématique aux musulmans est susceptible de raviver les blessures des conflits des années 90. La Turquie dispose d'autres types d'activistes, moins conventionnels, directement implantés dans les territoires visés. Intéressons-nous aux Lougris, récemment mis en avant pour leurs actions anti-arméniennes en France. Cette organisation armée, créée dans les années 1930 pour défendre le nationalisme turc,
a été utilisé par les gouvernements turcs dans la lutte contre le communisme et les mouvements séparatistes. Fidèles à leur idéologie d'origine, ils ont su évoluer pour s'adapter aux évolutions de la Turquie et de ses projets expansionnistes. Cette mouvance patriotique nationaliste turque a pour principe politique directeur la synthèse turco-islamique. Cette doctrine est professée au début des années 1970 par certains nationalistes turcs pour contrer la gauche révolutionnaire. Cette synthèse pose l'islam sunnite et la turcité au fondement de la culture politique turque, et cultive également la référence historique à l'Empire ottoman. Dans cette quête, Erdogan s'appuie également sur d'autres combattants. Depuis le début de la guerre civile syrienne, la Turquie a soutenu les rebelles islamistes anti-Assad de l'ASL sous couvert de brigades islamistes pro-turques. Les brigades turkmènes du sultan Süleyman Shah et du sultan Mourad sont au nom de deux sultans ottomans des XIIIe et XIVe siècles. Ces brigades sont entraînées par l'agence de mercenaires turque Sadat, elle-même liée aux djihadistes dans leur combat contre les Kurdes face à Daesh. L'armée turque a entretenu des centres de sélection et d'entraînement de mercenaires islamistes destinés au djihad libyen, depuis les bases turques de Syrie à Afrin, au nord d'Alep. Cette liste n'est pas exhaustive, nombre de ces djihadistes ont ainsi été recyclés et blanchis sous uniforme turc, puis transférés à Idlib, dernier grand fief des djihadistes syriens d'Al-Qaïda et de Daesh, sous responsabilité turque. Cette ambition géopolitique très continentale, au carrefour de l'Europe, l'Asie et l'Afrique, est vouée à s'imposer à l'ordre mondial futur quand celui-ci émergera. Cette stratégie vise à affirmer la puissance turque, en muselant les oppositions internes et externes, en conquérant des ressources naturelles vitales, et surtout en démantelant l'ordre établi des traités imposés. La Turquie teste les réactions de la communauté internationale, en démontrant le potentiel de manœuvre turque, et incidemment, permet à la Turquie de s'assurer des ressources primaires, de nouveaux territoires, et une certaine autonomie vis-à-vis de l'OTAN. Salué comme le nouveau calife par Youssouf al-Qaradawi, prédicateur des frères musulmans, Recep Tayyip Erdogan n'hésite pas à clamer son admiration pour le dernier sultan ottoman Abdülhamid, qui avait tenté de sauver l'empire en gouvernant d'une main de fer. Il célèbre également le sultan Selim, conquérant du Caire en 1517, et par ce biais le leadership turc sur la communauté musulmane. Dans une interview de 1996, il déclarait que la démocratie est comme un tramway. On en descend quand on a atteint le terminus. Erdogan est donc entré dans un nouveau train, pour un nouveau parcours, et s'il parvient à résister à ses faiblesses économiques internes, ses opposants devront prendre la mesure de ses ambitions pour espérer l'arrêter.